Diego il va nous présenter son retour d'expérience pour la mise en place du coup, de ce projet mapping et scénographie des captations. Diego, il est régisseur du grand studio des Sancy à l'Université de Lorraine. Donc, il travaille à la sous-direction des usages du numérique. Donc, dans un premier temps, il va nous expliquer un peu comment il a atterri dans l'enseignement supérieur. Ensuite, il va nous donner une chronologie un peu de comment ce projet a été mis en place, différents exemples de ses réalisations. Et enfin, il va nous faire une petite démo. Donc, on a monté ici une petite installation très simple en mapping. Donc, on remercie du coup NEC qui nous a mis à disposition son vidéoprojecteur et aussi IVM qui c'est parmi nos partenaires, un logiciel de mapping. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi dans l'espace muséal, on avait fait une petite installation. Donc, on remercie tous les partenaires pour avoir contribué à réaliser cette installation qui était faite un peu au dernier moment, mais ça donnait une ambiance très sympa, je trouve. Donc, je laisse la parole à Diego et merci d'être là. Et bonne journée. Bonjour à tous. Merci de vous être levés ce matin de bonne heure, malgré les difficultés pour certains. Peut-être que d'autres sont très sages et n'ont pas eu de mal. Du coup, je passe à la présentation. Donc, on va commencer par juste une petite présentation pour vous parler un peu de qui je suis à l'Université de Lorraine, enfin comment j'en suis arrivé là. J'ai fait un parcours universitaire, j'ai un master de composition de musique de film, donc plutôt dans le monde du son, qui réunit tout ce qui est sound design, mixage et composition de la musique. Et donc à l'Université de Lorraine, je travaille, suite à mon diplôme, j'ai fait après pas mal de prestations pour des festivals et des événements dans le monde de la musique, principalement en tant que vidéaste. Et donc à l'Université de Lorraine, je fais les deux avec une équipe. On va faire les captations, on fait de la production de vidéos pour des fois des productions de vidéos promotionnelles. Et puis je m'occupe aussi de l'enregistrement de podcasts et de contenus divers, puisque je suis aussi responsable et régisseur des deux studios qu'on a à Metz, à l'Université de Lorraine à Metz, un studio professeur pour les cours et un studio un peu plus important qu'on est en train de monter petit à petit et dans lequel on veut faire un peu des plateaux télé, un peu d'expérimentation. C'est assez polyvalent dans l'idée. Voilà, donc ça c'est pour la présentation, c'est un peu mon profil. Ouais. Donc ensuite, il se trouve que suite à mon recrutement, j'avais très envie de développer des choses un peu transverses à côté de notre travail de captation. Et c'est pour ça que là, je vais vous parler un peu de la genèse de comment on en est arrivé là, à faire du mapping et à faire de l'éclairage. Donc comme je devais m'occuper du studio, je me suis aperçu qu'on était équipé principalement en éclairage traditionnel, des éclairages déjà très énergivores, mais aussi qu'on ne pouvait pas commander. Ils étaient soit à fond, soit à zéro, ce qui limitait un petit peu quand même le champ des possibles et surtout qui ne permettait pas de faire des scénographies très avancées. Donc j'ai pensé qu'au studio, il faudrait installer des éclairages un peu plus récents. Et donc on a investi dans des éclairages LED intégralement et qui soient tous commandables en DMX. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le monde de l'éclairage, en fait le DMX c'est la norme principale qu'on utilise en éclairage. C'est des câbles, en fait tous les éclairages sont reliés en série avec un câble DMX et chaque éclairage est adressé et ensuite on peut les piloter et faire des plans de feu à partir de leur identité dans le circuit DMX, quoi. Sinon, on peut aussi acheter des éclairages qui sont pas programmables comme ça, mais c'est un peu plus. En tout cas, on peut moins manipuler, on peut moins faire des plans de feu si on n'a pas le système DMX. Donc, voilà. Donc là, vous avez quelques photos. J'avais préparé quelques photos du studio. Donc ça, c'était avant qu'on commence à l'équiper.
on n'est pas non plus, il n'est pas encore du tout terminé. On investit au fur et à mesure quand on peut, quand il y a un peu de budget. Là, c'est un de mes collègues, Adrien, que j'aime énormément, qui est en train de, je sais pas, en tout cas, vu qu'il est là, on voit un peu les proportions d'échelle. Là, c'est mon autre collègue, Jonathan. Je suis très, très content de travailler avec eux tous les jours, je tiens à le dire. Et là, vous pouvez voir un des éclairages qu'on a acheté. On a plusieurs... les petits éclairages, là, c'est des Godox. C'est des éclairages, des spots assez simples, mais très polyvalents. On peut faire plein de choses avec. Et donc, on peut les raccorder en DMX. Et donc, c'est là que est venue l'idée du mapping aussi, parce que c'était une première voie de commencer à se dire on va faire des éclairages, on va commencer à penser comment on gère les faisceaux, comment on oriente, quelle couleur on met. J'ai aussi une machine à fumer, enfin à brouillard, parce que du coup, pour avoir avec l'éclairage, pour faire des faisceaux, pour qu'on les voit matériellement, les faisceaux dans l'espace, il faut un peu de brouillard, sinon ça marche pas. Sinon, c'est comme là, en fait, on a des lumières et on n'a que le résultat sur les personnes, mais on n'a pas les faisceaux des lumières. Donc voilà, on commençait à faire des expérimentations. Et il se trouve qu'il y a un projet qui est arrivé sur la table pour les vœux de la présidente. Et l'idée, c'était, il y avait la com qui avait créé ces boîtes là que vous voyez à l'écran. Et l'idée, c'était de les éclairer, il fallait les mettre en valeur. Il y avait des messages écrits sur les boîtes à la base. Et eux, ils allaient faire une petite scéno avec ces boîtes et il fallait les mettre en valeur. Et là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais de commencer à explorer le monde du mapping, que à l'époque, je ne connaissais pas encore. Et donc, je leur ai suggéré qu'on les éclaire non pas avec des éclairages normaux, mais avec un vidéoprojecteur et qu'on puisse animer ces boîtes. Donc, on a commencé à travailler sur un concept. Et il y avait un événement sur un projet important qu'on avait à l'université, c'est-à-dire Pléiade, un événement qui a été mis en place qui s'appelle le Meetup Pléiade, où tous les gens de Pléiade présentaient leur projet et en même temps il y avait du public pour voir un peu tout ça. On a organisé ça dans nos studios et ça nous a permis de faire un premier test pour voir un peu comment fonctionnait le logiciel. Donc là vous voyez mes premiers essais. On voit il y a le gros logo EVM parce que j'avais que la version d'essai à ce moment-là, j'avais pas encore la licence. Et puis bah voilà, je testais des choses sur les boîtes, mais on voit que déjà dès les premiers essais, et ça c'est avec un vidéoprojecteur de réunion, hein, on n'est même pas sur des gros vidéoprojecteurs très puissants, c'était juste pour expérimenter. Et ben on peut tout de suite déjà avoir un rendu sympa. Je vous ai préparé des petits extraits d'une vidéo de retour sur le meet-up en question, comme ça vous pourrez voir le résultat final. Voilà, donc vous voyez que finalement, assez vite, on se retrouve avec quelque chose d'assez sympa dans l'espace. Les objets sont animés, il se passe des choses, on a des informations importantes de Pléiade qui apparaissent sur les boîtes. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel avec le mapping. Là, c'est un petit exemple c'était la préparation des vœux de la présidente. Donc là, on voit les boîtes installées en condition sur place. Donc vous allez voir qu'il y avait une petite animation de prévue. On s'était même permis de mettre un feu de cheminée parce que c'était à Noël, hein, donc c'était en plein hiver, donc les gens avaient un peu froid. On s'était dit que ça leur ferait du bien de voir un feu réconfortant. Mais vous voyez, là, toutes les boîtes s'animent. Il y avait des petites vidéos qui passaient. On voit pas trop parce que c'est petit. Mais puis j'ai pris ça avec mon téléphone. Mais il y a des vidéos qui passaient dans certaines boîtes. Et puis, il y avait différentes animations. En gros, c'était des mémoires. J'avais des tableaux qui étaient prêts. Et puis, on les succédait les uns après les autres en fonction de ce qu'on voulait montrer sur ces boîtes. Il est important d'afficher clairement que l'université de l'événement Lorraine est en formation la première université partenaire de l'université franco-allemande, significativement devant toutes les autres universités. Voilà. De ce projet a émergé le club, comment on appelle ça? On appelle ça la cuve. En fait, on a voulu créer un club avec mon collègue Jonathan, là que vous voyez sur la photo, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc, ça fait 2 fois que vous voyez Jonathan. Alors, on a voulu créer un club. Je ne fais pas partie des gens qui ont été sages hier soir, donc j'essaye de raccrocher les wagons. Hein.
Donc on a créé un club, enfin c'était une idée de Jonathan. En fait, mon collègue Jonathan, le hasard fait que lui, il est passionné par le VJing. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le VJing, mais le principe c'est que sur de la musique, sur des concerts ou des choses comme ça, en direct, on mixe des layers vidéo qu'on a dans un logiciel et on fait comme un DJ, mais avec la vidéo, en même temps que les personnes font une prestation musicale. Et donc, comme il adore ça et que moi, je m'étais vachement intéressé au mapping en même temps, on s'est dit, on va créer un club d'expérimentation vidéo comme ça, à plusieurs, avec les gens qui sont intéressés. Et le soir, le premier lundi du mois, le soir, on se réunit régulièrement pour expérimenter avec deux, trois projets, deux, trois idées qu'on a. Dans le cadre de l'université, avec quelques collègues aussi de l'université, on expérimente des tests comme ça. Donc on a appelé ça la cuve. Et en même temps, on a fait enfin pas une inauguration, il y avait les JACES, c'était les journées, je sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est les journées pendant lesquelles le personnel de l'université peut présenter des choses aux autres membres de l'université, des compétences qu'on a, ou faire un concert, ou, enfin voilà, c'est ouvert à tout projet. Et donc nous, on avait proposé un atelier pour ouvrir le monde du mapping à un peu plus de monde. Je vous mets un petit bout de la vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. J'ai animé un atelier vidéo mapping pour les journées agriculture dans l'enseignement supérieur, les journées JACES. Et donc c'est un atelier vidéo sur la technique qui consiste à projeter des images sur des objets ou des monuments. Donc on avait installé des objets comme ça. Pas planes, avec un vidéoprojecteur pour créer des scénographies. Alors dans cet atelier, nous avons étudié la façon d'utiliser le logiciel AVM. Donc c'est un logiciel de mapping qui est intéressant parce qu'il est assez intuitif, ce qui fait qu'au cours des 2 heures qu'ont duré l'atelier, nous avons pu quand même survoler l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Donc nous avons eu surtout des étudiants en art pour cet atelier. Ils ont manifesté un intérêt pour cette technique, notamment sur des créations artistiques qu'ils peuvent faire dans le cadre de leurs études et des mises en scène en fait réalisées via des vidéoprojections. Alors le vidéo mapping, il a cette capacité en effet de créer quelque chose de très artistique, de très libre, mais on peut tout à fait l'utiliser dans des contextes beaucoup plus institutionnels, avec des chartes précises à respecter. Dans le cadre de certaines conférences, colloques ou événements, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'utilisation de cette technique au sein de l'université. Voilà. Donc ça, c'était la genèse. Comment on a développé le mapping à l'Université de Lorraine. Donc vous voyez que on n'est pas sur quelque chose, ça c'est vraiment venu de nous, et nous, je parle l'équipe audiovisuelle, et puis on a été soutenu aussi par nos supérieurs pour pouvoir aussi mener ça à bien, parce que ça aurait pu ne pas intéresser le fait qu'on développe ça. Donc c'est très bien. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu de comment ça s'est développé. Je vais vous montrer 2-3 exemples de projets qu'on a montés. Parce que pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'il est possible de faire, en tout cas de ce que nous on a fait à l'Université de Lorraine en mapping. Déjà, je commence juste par attirer votre attention sur le fait que nous sommes une équipe qui aime mettre en scène, qui aime. C'est vrai qu'on aime bien quand on a l'occasion sur des événements. Y aller un petit peu, quoi, faire des choses un petit peu audacieuses. Donc là, par exemple, c'était un colloque sur le jeu de rôle et on avait ramené un aume de chevalier et on avait mis des flammes sur le mur latéral. Voilà. Donc c'était un peu original. En tout cas, on trouve aussi le but de tout ça, aussi d'utiliser le mapping ou la lumière commandée dans des captations, c'est d'apporter une plus-value à l'image, parce que des fois on arrive dans des amphis qui sont très fonctionnels, mais pas toujours, en tout cas sur nos caméras, c'est pas toujours adapté pour avoir un rendu exceptionnel. Et donc ce genre d'outils nous permet d'aller un peu plus loin dans notre mise en scène et dans la façon dont on crée le contexte visuel autour de nos captations. Très vite, après avoir eu nos éclairages, on a eu une commande pour comment ça s'appelait ? C'était le magazine du numérique responsable.
Et donc l'idée, c'était de montrer à quel point à l'Université de Lorraine, il y a des efforts qui sont faits pour que dans le numérique, on soit écologiquement responsable. Et donc on a monté en vitesse un plateau télé. Bon, vite fait parce qu'on n'avait encore pas tout notre matériel au studio. Mais voilà, c'était une bonne occasion d'expérimenter les plans de feu et de travailler la lumière pour la lumière commandée, comme je vous disais, en DMX. Donc là, vous voyez, on faisait un test tous les trois sur le plateau télé avant le tournage. Et puis, on peut voir qu'il y a 4 éclairages en contre. On a 2 bols qui sont des espèces de bols de déco, style d'équipement qu'on a souvent sur scène, soit sur des concerts ou sur des conférences TEDx ou des choses comme ça. Et puis, 2 lumières robotisées qui font aussi de la couleur. Donc, on appelle ça des lyres. Et là, c'est des lyres wash parce qu'elles font des faisceaux très larges et pas des faisceaux concentrés. Et donc là, on ne voit pas trop, mais ici, on les voit, elles sont au sol. Plus d'ailleurs un 5e éclairage en contre, qui est juste un éclairage avec un gobo. Donc c'est les formes que vous voyez au sol. Faut savoir aussi que là, tous les faisceaux qu'on voit, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut les voir, les faisceaux de lumière, que parce qu'on a mis un peu de brouillard, de manière très légère, pour pas que ça fasse non plus, je sais pas, film d'horreur ou un truc un peu effrayant. Mais le fait d'en mettre un tout petit peu, ça permet de donner du volume aux éclairages, c'est très important. Ça passe pas toujours hein, quand on dit, pour les captations, quand on dit à des personnes qui sont pas du tout du milieu, alors oui, on va ramener notre machine à fumer pour votre événement hyper institutionnel et tout. Des fois, c'est un peu difficile de faire comprendre pourquoi on en a besoin. Mais voilà. Et donc, ça, c'est un petit extrait de ce que ça a rendu au final notre plateau télé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre magazine Luciole, l'émission du numérique responsable. C'est déjà notre 3e rendez-vous. Si vous avez manqué nos numéros précédents, je vous invite à les retrouver sur ULTV. Motivation qui fait qu'aujourd'hui je porte cette mission au sein de l'université. On poursuit ce magazine avec non pas 2 mais 3 invités. Bonjour messieurs, je commence les présentations avec vous. Pierre Degotte, vice-président du Conseil de la vie universitaire. Bonjour. Bonjour. Yves Cardellini, délégué égalité, diversité, inclusion. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Barthélémy Ledic, vous êtes psychologue du travail à l'Université de Lorraine. Bonjour. Est-ce que vous allez bien messieurs? Ça va. Très bien. Ça va? Alors, donc là, vous avez pu voir, il y avait à la fois de la couleur, des faisceaux et un peu de mouvement avec les lumières, les lyres, les lumières robotisées. Et bon, ça fait un petit jingle à la fois sonore et visuel. Ce sont des pistes pour utiliser la lumière commandée. Et là, pour le coup, pas le mapping dans cet exemple-là. Ça, c'est un autre exemple. En fait, on a nos collègues, nous, on travaille surtout pour les enseignants-chercheurs, pour les colloques, pour les événements de l'université, mais on travaille quasiment pas avec les étudiants, sauf que on s'entend très bien aussi avec nos collègues de la IMDE, donc la maison des étudiants, mais en ligne. Ils ont une chaîne Twitch, ils font pas mal de contenu vidéo, ils ont un petit studio aussi. Et donc là, on leur avait prêté le studio, enfin notre studio qui est un peu plus grand, pour faire un événement un peu plus important, qui était un loup-garou pour les étudiants, mais en ligne sur Twitch. Et ils pouvaient donc interagir directement avec le compteur qui jouait de la musique, et il y avait toute une mise en scène. Donc là encore, toute la lumière a été programmée avec des plans de feu en DMX. Il y avait un fond qui était, bon, on va pas dire mappé parce que c'était sur un écran, donc on n'a pas vraiment des surfaces, on n'était pas avec un logiciel de mapping, mais on a quand même une notion de vidéo en arrière-plan qui intervient dans notre mise en scène. Et puis, je trouve que c'est important de le montrer aussi parce que là, on est sur un aspect beaucoup plus ludique, beaucoup plus orienté pour les étudiants, chose que nous, on va avoir peut-être moins tendance à faire dans nos productions à l'As Dune. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut faire ça avec ce genre de matériel. Et je vous mets juste un petit extrait aussi pour que vous voyez ce que ça a rendu. Donc j'ai tiré la vidéo de YouTube qui elle-même était tirée de Twitch, je crois, donc c'est assez compressé, mais on voit l'idée. Nous vous souhaitons une bonne partie et surtout une première soirée insouciante, car le premier soir, il n'y a pas de victime. Là, vous voyez, on passe Tout la le nuit, monde donc il y a la sait. vidéo qui change derrière et l'éclairage va changer aussi. Enfin voilà, là Et ça c'est sans- l'éclairage de nuit. Voilà une nuit rondement menée, car c'est au tour des loups-garous. Les loups-garous se réveillent.
Ça là, tombe bien, j'ai une faim de je loup. sais pas si je peux mettre en pause. Et ils sortent. Comme ça, pas du tout. Eh ben, c'est pas grave. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais sur le fond vidéo, il y avait aussi une main qui a changé. Il y avait la lune, et pour savoir à qui c'est le tour, parce qu'en fait, les joueurs, ils étaient en ligne, donc ils voyaient le rendu vidéo qui était monté en direct. Et pour savoir à qui c'est le tour en fonction du type de carte, ben, il y a une main qui passe sur la lune et qui transforme le logo en fonction de la carte à qui c'est le tour. Et donc, tout ça, par contre, c'était fait avec OBS directement. Tout était implémenté avec des plugins. Et enfin là c'est vraiment les collègues de la IMDE qui ont fait ça. Donc ils ont conçu avec un Stream Deck, ils déclenchaient comme ça chaque scène sur l'écran vidéo projeté derrière. Qui n'est pas la façon que moi j'ai de travailler sur la vidéo, vu qu'avec le logiciel de mapping c'est un petit peu différent. Mais je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne sur le logiciel de mapping. Voilà. Bon, là, c'est un autre exemple encore de création lumière. Pareil, pas trop de vidéos là-dedans. C'était un événement assez prestigieux pour les gens qui connaissent un peu le monde de YouTube et de Twitch, parce que c'était un maître du jeu dans le monde du jeu de rôle qui est assez connu, qui s'appelle Fibre Tigre. Puis il y avait Clément Viktorovitch qui était présent aussi. Enfin, c'était assez important. Et donc on avait mis le paquet en termes d'effets, de lumière, etc. On avait travaillé aussi avec les régisseurs de l'amphi que vous voyez là, qui est l'amphi d'Eléage. Et ça donnait ça. Non, les salles sont légèrement sous-saturées. Ah! Là, on est vraiment sur une scénographie de scène c'est justement un bâtiment historique. presque de spectacle ou de mais juste pour information, événementiel. En 78, et moi j'étais dans une salle de 40 élèves. Et c'était OK. Aujourd'hui, ils disent 40 élèves, alors je sais pas, je vais pas faire mon vieux et de mon temps. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est beaucoup moins que 40 élèves. Il y a 30 bureaux et il y a 28. Voilà. Ça, c'est un tout petit exemple. Je passe rapidement dessus. C'est juste pour vous montrer aussi. Là, c'était plus modeste. On était sur un petit amphi. On n'a pas ramené énormément de matériel. Mais c'est juste pour montrer qu'assez rapidement, avec peu d'affaires, on peut avoir un rendu sympa. Ça peut apporter une petite plus-value, même quand on n'est pas sur un événement très prestigieux. Ou voilà. Là, c'est avec mon téléphone, donc on ne se rend pas trop compte. Mais juste après, il y a la vraie capta. Formidable scientifique qui a été Marie Curie pour que demain donc les bols font un petit contre sur la personne, et puis on avait des mouvements de lumière. Ouais, on voit un petit peu là sur les côtés, on voit la lumière qui bouge et qui accompagne l'arrivée de la présidente au pupitre. Voilà. Merci Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, moi aussi je bénéficie du travail qui a été fait par... C'est pas grand-chose, mais ça apporte un petit truc, voilà. Et ça, c'était un autre événement plus important. Là, il y avait du mapping vidéo, parce que... donc là, c'était dans le cadre du projet Pléiade, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un projet vraiment assez important à l'Université de Lorraine, qui est d'envergure nationale. Et de notre côté, il y a plusieurs pôles sur Pléiade, mais nous, on s'occupe vraiment plus de l'aspect VR. Donc c'est un projet de, je ne veux pas dire trop de bêtises, mais en gros d'expérimentation et de recherche dans ce monde-là. Il y a des projets qui sont montés avec des enseignants-chercheurs pour voir ce qu'on peut faire dans le domaine de la VR de façon pédagogique à l'université. Et donc là, j'avais mappé des créations multimédia, enfin des créations médias que j'avais fait par ailleurs avec After Effects, qui reprenaient la charte graphique de l'événement, l'affiche, etc. La logique des statuts un peu grecs, ça faisait partie de la com de cet événement. Et donc, ça donne ça. Non, mais c'est bien. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec nos caméras et notre micro au forum L'Odyssée dans le cadre du programme Pléiade. L'Odyssée Pléiade est un séminaire là, qui vous voyez derrière, il y a du projet et il nous paraissait essentiel de présenter à la communauté universitaire de Lorraine les premiers démonstrateurs de la transformation numérique. Ils sont financés dans le cadre des démonstrateurs de l'enseignement numérique pour l'enseignement supérieur.
Ces 17 projets embarquent 75 établissements français. C'est une vaste partie de l'enseignement supérieur qui se transforme grâce à ces financements et ces actions. C'est aussi associer des choses qui font votre... Polariser entre les tenants Et ça, c'est la captation de l'événement. Bon, là, on voit moins la mise en scène que sur l'after-movie, mais société digitale, ça permet quand même de voir. Les tenants du centre numérique avec une vision d'une société qui se tient le plus loin possible de l'univers digital. Il y a, à mon sens, quelque chose à construire entre les deux, quelque chose. Voilà, donc ça permet de voir qu'on peut construire comme ça un environnement, un contexte avec ces outils-là. Encore une fois, faut savoir par exemple que là pour Pléiade, donc on était dans un amphi, il était difficile de faire le noir dans l'amphi, et dès qu'on parle de mapping, à moins vraiment d'avoir des vidéoprojecteurs extrêmement puissants, et il faut essayer quand même d'avoir peu de lumière parasite qui viennent gêner la projection. Donc là, on avait obscurci certaines fenêtres avec des rideaux pour pas qu'il y ait trop de lumière parasite. Et l'autre point, c'est que j'avais fait le choix d'installer mes éclairages DMX pour refaire la lumière du lieu. C'est-à-dire que j'utilisais pas la lumière intégrée dans l'amphi, qui était sur lequel j'avais peu de contrôle finalement, mais j'utilisais encore des plans de feu, des scènes lumière préparées sur le logiciel, pour soit éclairer tout l'amphi pour que les gens puissent s'installer en sécurité, et dès que les conférences et autres commençaient, et ben les spots se braquaient sur les personnes concernées, et on avait quelque chose de plus focalisé qui mettait aussi un peu plus en valeur les mappings sur les murs. Voilà. On a refait un second meet-up, donc là il y a eu à nouveau un mapping de fait comme pour le premier meet-up, mais j'ai fait différemment. Cette fois-ci, j'ai voulu essayer de mapper sur le plafond en mettant les projecteurs vers le haut. Et ça marche plutôt bien, enfin, ça fait un effet sympa, voilà, ça donne ça. Là pour le coup, c'était vraiment, j'avais pas beaucoup de temps, on était très chargé à ce moment-là, et ce mapping-là, ça a pris 1 heure quoi, de le monter. C'était vraiment, vous verrez, je vous montrerai sur AVM, ce genre de choses, c'est très rapide à faire. Voilà, alors... Bah mince, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Mise en situation. Là, je vais juste faire un petit point, je sais pas, niveau timing, si on est bien. C'est bien. Ah, la présentation du logiciel. Ouais. Ça marche. Je vais passer la mise en situation. De toute façon, c'est pas très important, c'est juste pour vous dire comment on discute avec les équipes pour préparer un mapping et tout, mais en soi, ça ressemble à une captation classique. Il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Donc, je vais quitter le diaporama pour commencer à vous montrer un peu AVM. Il est allumé, normalement. Ouais. Donc, hop. Ah oui, je vais changer de place, comme ça, ce sera mieux. Je réfléchis pour pas faire de bêtises. Donc, le logiciel AVM que vous avez pu voir à l'espace muséal, peut-être quand vous avez fait le tour des stands, c'est un logiciel de mapping. J'ai choisi celui-ci parce que vous allez pouvoir le constater, il est très facile à prendre en main. Souvent, les logiciels de mapping, c'est très laborieux, c'est vraiment des usines à gaz. Et celui-ci, il permet de faire pas mal de choses, mais en même temps, il permet de les faire sans trop de difficultés. La prise en main n'est pas trop dure. Donc voilà à quoi ressemble l'interface. Là, vous avez quelque chose d'assez simple. Je vous fais vite fait le tour des éléments. Ici, c'est tout ce qui est masque. On va beaucoup travailler avec les masques pour faire notre mapping. Ça nous permet d'isoler les zones sur lesquelles on fait sur lesquelles on mappe. Donc on a des masques carrés, ronds, triangles et une plume. Et puis ça, c'est les lecteurs médias. Donc c'est là qu'on va charger des contenus vidéo si jamais on veut utiliser des médias. Parce que vous allez voir, on peut faire soit des mappings, on va dire, programmés avec des motifs qui tournent en boucle, etc. Mais on peut aussi charger des vidéos, on peut charger des contenus qu'on a, nous, préparés en amont. Parce que moi, je fais beaucoup dans mes mappings parce que ça me permet de mettre les logos, de respecter la charte graphique du projet, et ainsi de suite.
Ensuite, ici, on a des groupes. Les groupes de calque, c'est ce qui nous permet d'organiser en fait tout ce qu'on va mapper. Donc, on va pouvoir faire des familles, etc., qui permettent d'appliquer des effets ou non sur un groupe, de le séparer des autres, et ainsi de suite. Ici, c'est des effets qu'on applique aussi au groupe. La partie séquence, c'est une partie qui permet de mémoriser une préparation. Par exemple, si dans un événement, je vais avoir plusieurs temps forts et que j'ai envie d'avoir différentes ambiances ou univers mappés, je vais les enregistrer, les renommer et les stocker ici pour les déclencher en fonction de ce que j'ai besoin. Et en bas, on a un système de timeline, donc on peut aussi prévoir quelque chose de millimétré et de timé, dans lequel on vient glisser nos séquences qu'on a préparées au-dessus, comme celle-ci, là pour le moment il n'y a rien dessus, mais je peux la glisser dans la timeline pour me dire à tel moment, quand on passe dessus, ça la déclenche. Et dans cette timeline, on peut aussi décider de mettre un fichier audio. Si on a une synchro audio à faire avec nos mappings, une bande son, une voix off, n'importe quoi, on peut le glisser là. Ça, c'est le réglage de tout ce qui est ici. C'est des petites infos, des couleurs, les noms. On peut les faire rentrer en fade-in ou faire sortir en fade-out les scènes qu'on crée. Et puis ici, c'est plus pour les concerts ou les spectacles musicaux, donc ça nous concerne moins, mais ça permet que le mapping réagisse à l'audio. Donc avec un micro, soit une entrée externe avec une carte son ou même un micro d'ordinateur intégré, il prend le son et il synchronise des effets de mapping sur le son qui est produit dans l'espace. Et là, j'ai bientôt fini le tour. C'est nos petits outils qui permettent soit de faire des réglages sur les mappings qu'on a créés, sur les masques qu'on a créés, pardon, soit de charger des médias. Donc c'est les sources, c'est là qu'on va mettre nos vidéos qu'on veut charger dans nos masques. Voilà, j'ai fait le tour. Ici, on a 3 petits outils qui sont juste des outils pour s'aider à travailler. Donc là, si j'active la croix, là, vous allez voir que quand je me balade, ça ne marche pas du tout. Ah si, voilà. Hop. Donc là, vous voyez, quand je me balade, ça m'indique où est mon curseur. Parce que moi, là, je suis en train de bouger sur cet écran-là, sur mon logiciel, et j'ai réglé le logiciel pour que le mapping sorte dans ce vidéo proche qui est aussi relié à mon ordinateur. Donc là, vous voyez, on voit la croix qui suit mes mouvements sur le logiciel pour que je sache exactement où je suis. Et donc, je ne vais pas plus tarder pour vous montrer comment ça marche. C'est très, très simple. Si je veux mapper quelque chose dans un espace, je prends un masque. Par exemple, là, je vais prendre un masque rectangulaire parce que les formes du mur sont rectangulaires. Je prends les angles et en fait, en regardant l'endroit où je suis en train de mapper, je cale mes points dans la réalité sur les objets que je veux mapper. Et là, de loin, je fais vite fait, parce que c'est juste pour vous montrer dans l'idée. Donc là, je suis en train de mapper tous mes points pour suivre la forme de ce rectangle. Tac. Je ne sais pas exactement si je suis dessus, mais c'est pas grave. Je sauvegarde. Hop. Voilà. Et donc là, en 2 secondes, déjà, j'ai un masque. Ensuite, ce masque, de base, il a des bordures, mais je peux décider de les enlever. Mais il est toujours là, en fait. On voit que sur l'écran, il est toujours présent. Donc là, je remets les bordures, et puis je peux le remplir, par exemple, avec une couleur. Voilà. Donc là, après la couleur, je peux régler la couleur que je mets, mais je peux aussi créer une animation à l'intérieur de ma couleur. Donc là, de base, il me propose quelque chose, et puis je peux régler un mouvement. Donc là, je peux dire, hop, là, je veux une rotation, et d'un coup, on a quelque chose qui se met en route. Donc vous voyez que très, très vite, en quelques clics, on peut créer quelque chose. Donc là, on parle de créer vraiment via le logiciel, via des fonctions qui sont dedans. Il n'y a pas encore de médias. Sauf que je peux aussi décider, je décoche tout ça, d'insérer un média. Donc là, je vais prendre un lecteur média, là. Je le place... si, c'est bien. Je le place dessus. Donc c'est un lecteur média en 16/9. Je le mets un peu plus grand pour que ça marche. Ici, j'ai moyen de dire... Alors, je vais le mettre dans le bon ordre. Tac. Ici, j'ai moyen de dire que je veux qu'il n'apparaisse que dans mon masque, ce petit logo-là. Et dans mon lecteur média, je vais aller chercher une source, vidéo. Je vais dans vidéo, dans conférence en STIA, dans mapping. Pas du tout.
dans AVM, ressources, et là je vais prendre une vidéo que j'avais préparée pour ça, enfin plus pour le mapping que j'ai mis de l'autre côté, et là je peux assigner ma vidéo au lecteur média. Et là vous voyez qu'il apparaît, donc là si je déplace mon lecteur, en fait ce que j'ai tracé tout à l'heure, ça reste juste un masque pour ma vidéo. Et donc très vite, on peut créer encore une fois quelque chose d'assez convaincant avec très peu d'efforts. Voilà. Je vais enlever le son parce que c'est pas le but. Hop. Alors, ensuite, on a d'autres façons de faire les masques. Là, je vais refaire un masque rectangulaire parce que de toute façon, j'ai que des rectangles au mur, mais je peux utiliser la plume là que vous voyez ici. Et comme ça, quand on a des formes un peu plus complexes, eh ben, on clique là. Vous voyez, là, je peux décider de... Ah, d'ailleurs, je ne vais pas faire un rectangle, je vais faire un truc un peu bizarre comme ça. Hop, hop. Et là, de la même manière que j'ai fait le masque tout à l'heure pour le rectangle, eh ben, j'ai un masque qui est plutôt d'une forme bizarre, vu que j'ai fait avec la plume. Et on peut aussi enlever de la matière. Par exemple, on peut dire, je prends un rond, je le mets là, et je considère que le rond, hop, c'est utilisé comme masque. Et donc là, j'enlève de la matière sur un masque qui existe déjà. Donc pareil, très vite, en ajoutant, en enlevant de la matière, on peut créer une forme complexe. Imaginons que quand je fais mon mapping, je sais pas, il y a un objet devant le mur que je suis en train de mapper. J'ai pas envie que l'objet lui prenne mon mapping. Je fais un masque négatif comme celui-là, là, pour juste virer l'objet qui est devant mon mapping. Et comme ça donne l'illusion que tout a été projeté sur le mur du fond, par exemple. Enfin voilà. Ah bon, ça c'est ma vidéo, j'avais mis des titres provisoires, enfin bref, on s'en fiche. Voilà, donc là ça vous donne une idée de comment ça marche. Après tout ça, je peux l'organiser comme je vous disais en groupe. Donc là, je peux créer de nouveaux groupes et régler les groupes pour qu'ils aient d'autres comportements, qu'il se passe d'autres choses avec. Niveau timing, on est bien ou je suis un peu en retard? Ouais, on va passer bientôt aux questions. Ouais. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, si quand même, les réglages, tout ce qui est réglage du vidéoprojecteur, ça se passe ici. Et là, on a moyen de régler la source, la taille du canevas, donc, canevas, pardon, donc la taille du truc sur lequel on fait notre mapping. Et puis voilà, on peut même mettre plusieurs vidéoprojecteurs. C'est ce qu'ils avaient fait dans l'espace muséal AVM et Panasonic. Il y avait deux projecteurs qui étaient mêlés l'un avec l'autre. Donc ça, il y a des outils pour faire ça dans le logiciel. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des choses essentielles du logiciel. Et ça vous permet de voir que très vite, on peut construire quelque chose. Donc là, par exemple, j'ai ma séquence qui est comme ça. Et si je dis dupliquer, je repars de la même base, sauf que là, je peux la régler complètement différemment. Je peux changer des médias, je peux changer des formes. Et donc, je peux stocker comme ça plein de mémoire mappée pour mon projet en fonction de ce qui se passe dans l'événement et de ce qu'il y a besoin. Ça peut tourner aussi en boucle pendant longtemps, si on a besoin que ça tourne en autonomie. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des éléments essentiels du logiciel et ça, j'espère avoir été assez clair pour que ça vous permette de voir un peu ce que ça permet et notamment ce qu'on peut en faire à l'université. Oh, merci Diego. Donc là, on va passer aux questions-réponses. Je vais me balader dans la salle si vous avez des questions pour Diego. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions? J'arrive. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Nous, on est à Strasbourg et je pense qu'on reviendra faire un tour peut-être. Voilà, ce serait grave cool. Avec plaisir. Ouais, effectivement, le mapping pour des conférences, des événements, c'est vrai que je trouve ça hyper pertinent pour pouvoir améliorer l'esthétique générale et tout ça. Enfin, c'est une proposition hyper intéressante. Moi, je me demandais juste si c'était possible en fait
voilà, le blanc numérique d'un vidéoprojecteur, c'est genre 6500 Kelvin, je crois. Là, on projette sur une surface bleue. Est-ce qu'il y a des paramètres avancés en termes de balance des blancs pour se dire que finalement, le rendu qu'on a là sur l'écran, mais enfin, l'écran VP de la salle et le mur, est-ce qu'on peut régler, voilà, moi, ma surface, ça va être de telle couleur, donc j'ai besoin de corriger la balance de temps, et tout en prenant en compte, par exemple, je sais pas, l'éclairage d'une salle. Enfin, est-ce qu'il y a des réglages un peu plus avancés au niveau de la balance des blancs, la gestion du flux enfin, sur toute la chaîne, quoi. Merci. Alors, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, il faut voir que quoi qu'il arrive avec une surface sombre, là, on a projeté à cet endroit-là parce que c'était plus pratique pour vous montrer, mais vaut mieux éviter évidemment les surfaces sombres. C'est très compliqué de faire ressortir les blancs. Enfin là, de toute façon, même si je mettais un blanc le plus blanc possible sur ma présentation, même en essayant de le modifier, on n'aurait jamais un rendu sur un écran par rapport à un écran normal. Par contre, je sais que dans certains vidéoprojecteurs, il y a des modes, là c'est le cas de celui-ci, qui prennent en compte la couleur du fond sur lequel c'est projeté. Donc dans les menus directement, je ne crois pas qu'on ait la main vraiment sur le détail de la température qu'on va régler, mais lui, il est conçu pour s'adapter en fonction de la couleur qu'on lui indique. Si on lui dit le mur est marron, il essaye, je pense, de compenser pour que ça donne quelque chose de correct. Je ne crois pas qu'il y ait ce genre de système à l'intérieur de AVM. Par contre, manuellement, à l'œil, on peut essayer en effet de compenser en disant, en mettant une couleur. Moi, je sais qu'une fois aussi, j'ai fait un tournage là, que je ne vous ai pas montré, mais c'était une production dans laquelle j'ai voulu mapper, lors de ma production, un fond avec une actrice devant. Et pour pas pour pas que mes lumières de face bavent sur le fond, j'ai fait le choix d'éclairer l'actrice avec le VP. Donc du coup, j'ai créé un cercle, comme si c'était une poursuite de scène, mais blanc légèrement jaune, pour avoir quelque chose d'un peu chaleureux. Et ça imitait, ce sera jamais aussi doux, aussi beau qu'une lumière qui est prévue pour ça, mais ça faisait le taf, quoi. Donc voilà, on peut faire des petites triches comme ça. De toute façon, c'est beaucoup en partie du bricolage, c'est un peu de l'expérimentation, c'est un peu on bidouille, quoi. Mais voilà. Tout à fait, c'est vrai que j'ai pas montré ça. Donc ça fait partie de la partie média. Donc là, quand on va dans les médias, on peut dire qu'on veut du texte. Et, pardon, je clique à côté. Et donc si je charge du texte sur ce lecteur-là, voilà, donc là, Hello, je sais plus ce qu'ils mettent, mais je vais enlever le masque comme ça. Hello AVM. Et après, on peut modifier les paramètres du texte directement là, dans une petite fenêtre faite exprès. Et par rapport au texte, est-ce que j'avais un truc à dire ? Non, à part que... Oui, du coup, si vous mettez du texte, il est là tout le temps sur votre présentation. Donc moi, des fois, ce que je fais, si j'ai besoin qu'il y ait un texte qui apparaisse qu'à un moment, je le prépare sur un logiciel de montage, j'exporte une vidéo et ça me fait un média et je charge en tant que média. Ah oui, si, ce que je voulais vous dire, ça m'a fait penser à un truc, c'est pas exactement votre question, mais j'en profite. C'est que là, vous avez différents formats de lecteurs média. Il y a soit le 16/9, le 4/3 ou le 1:1, le carré. Et en fait, évidemment, c'est logique, mais il faut y penser, il faut préparer vos médias dans le bon format, sinon ça va tout étirer et c'est pas terrible. Voilà. Dans les choses que tu as évoquées, donc la lumière asservie, le mapping et puis nos métiers de base, la captation, est-ce que vous avez imaginé des automatisations qui pilote qui? Est-ce que la lumière, le mapping va s'adapter, j'extrapole, mais à un changement d'axe de caméra dans la réalisation? Enfin, à quel point vous avez pensé et intégré tous ces outils? Ouais, donc c'est une très bonne question. Alors, un point très faible. Honnêtement, je ne connais pas de système ou d'outils qui me permettent de faire comme ça des passerelles entre notre... Surtout qu'on ne monte pas du tout sur... Nous, on a une régie autonome, Roland, donc du coup, mon ordi n'est pas du tout connecté à la régie d'aucune manière. Donc, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Mais... En fait, ne serait-ce que même à l'échelle des logiciels de lumière et de vidéo, déjà c'est du bricolage, parce qu'en fait, j'ouvre les deux logiciels à part,
Et je peux pas avoir les deux actifs en même temps, en fait, quand je suis en train de travailler. Et pourtant, c'est mon ordi qui gère les deux. Quand je fais une captage, je vais pas mettre 12 ordis. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je prévois des raccourcis. Ah oui, je voulais montrer ça, j'ai complètement zappé. Je prévois des raccourcis ou des surfaces de contrôle. Par exemple, ça, c'est une surface de contrôle à moi. C'est un launchpad qui sert pas mal en musique. Mais ça envoie des signaux MIDI. Et du coup, j'assigne les signaux MIDI à des commandes du logiciel. Et ce qui fait que si j'assigne le même signal MIDI à une commande qui lance un événement de mapping et à une commande qui lance un événement en lumière, bah, les deux sont synchro automatiquement, quoi. Mais c'est un peu de la bidouille. Ça, c'est pas toujours. Des fois, il y a des petits blocages. Mais Étienne, qui gère EVM, là, qui était là à l'espace muséal, me disait qu'ils sont en train de travailler sur un EVM qui pilote de la lumière aussi, avec un logiciel en sous-couche derrière qui gère le DMX, et donc pour que tout soit en tout cas optimisé pour qu'on ait juste EVM d'ouvert et qu'on puisse quand même piloter nos préparations lumière. Une question. C'est pas la mienne, mais c'est pas grave, je fais la voix. Là, tu as mis un média. Là, dans le mur, par exemple, à gauche, tu peux mettre ce média-là, et à droite, peux-tu rajouter une image ou carrément autre chose qui n'a rien à voir avec... Tout à fait, ça fonctionne avec les groupes. Merci. Là, qui sont là-bas. Donc, si le média il est chargé dans un groupe et que l'autre média est chargé dans un autre, et ben, ils apparaissent chacun indépendamment. En fait, en gros, je fais un masque dans un groupe, je mets un média, je fais un autre groupe, un autre masque dans l'autre groupe avec un autre média, et donc ils sont indépendants. Ça fonctionne comme ça. Et c'est marrant parce que vos questions me font penser à des choses, des fois qui n'ont rien à voir, mais je ne vous ai pas parlé du logiciel de lumière du tout. En fait, si jamais ça intéresse certaines personnes, moi j'ai choisi de travailler avec Daslight, qui est un logiciel qui est associé à du hardware. En fait, ils vendent leur hardware avec. Donc le hardware, c'est un petit convertisseur DMX USB. Et donc on branche le convertisseur sur l'ordi. Et donc dans l'ordi, on a Daslight qui est fait comme une console lumière. J'ai fait ce choix-là parce que en lumière, je trouve que avoir un pupitre lumière physique, c'est très pratique parce qu'on a les boutons sous les doigts et tout. Mais dans nos usages, c'est très compliqué à transporter. C'est beaucoup de choses pour un résultat, en tout cas pour des captations mobiles, un résultat un peu limité, quoi. Donc je me suis dit que c'était mieux d'avoir juste une petite interface DMX branchée à l'ordi. Et en plus, comme ça, contrairement au mapping que je suis obligé de faire sur place parce qu'il faut que j'attende que le vidéoprojecteur soit posé et tout, la lumière, souvent, je prépare mes plans de feu dans le studio. Je place après les éclairages aux endroits où ils seront au moment de notre captation. Et je prépare un plan de feu déjà en réglant mes couleurs, mes mouvements de lumière et tout. Après, quand j'arrive à la captation, je pose tout et tout est mémorisé dans le logiciel. J'ai plus qu'à rebrancher et c'est parti, quoi. Y a pas de... Ça fait gagner du temps sur place. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut intégrer en fait des cartes d'acquisition vidéo ou mettre directement des flux vidéo IP comme du NDI? Je crois que oui, mais alors j'ai jamais testé. Mais là, en tout cas, on a... Ouais, dans EVM, normalement, dans les sources, on peut choisir des sources externes. Et du coup, si on fait fonctionner ça avec... alors, hop, je remets le logiciel là. Hop. Voilà, dans les sources, on peut choisir flux NDI. Voilà. Après, moi, je maîtrise pas tout les flux et les systèmes. On peut même utiliser une webcam entre guillemets, mais ça peut être n'importe quel support, même une caméra de qualité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Diego. Avec plaisir.